Bonjour à toutes et à tous, je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait désormais partie de B-Link, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Never Stop Learning, le podcast qui explore l'avenir de l'apprentissage et des compétences professionnelles. Aujourd'hui, nous abordons une question sur la formation. Et si la clé d'une formation réussie passait par le jeu ? Alors que l'attention des apprenants est devenue un bien précieux et difficile à captiver, les serious games apparaissent comme une réponse possible, puissante et innovante. Pour mieux comprendre cette approche et son impact réel, je reçois aujourd'hui Laurent Auneau, pionnier des serious games en France et fondateur de Ludicius. Avec plus de 20 ans d'expérience et près de 200 serious games développés, Laurent a fait de l'engagement et de la pédagogie ludique ses spécialités. Actuellement doctorant en sciences de l'éducation, il allie théorie et pratique pour révolutionner les méthodes pédagogiques. Bonjour Laurent et bienvenue, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour Gérard et merci de me recevoir, je suis également très heureux d'être ici. Alors Laurent, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler ton parcours et ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure des serious games ? Bien sûr, en fait, j'ai un parcours à l'éducation nationale un petit peu atypique. J'ai redoublé 4 fois et en fait, avant de redoubler, j'avais sauté une classe. Et donc, comme tu l'as dit aujourd'hui, je suis doctorant, je fais une thèse de doctorat en sciences de l'éduc et ça montre que, ça s'est pas passé tout droit comme pour tout le monde en ce qui me concerne. Il y a des choses qui m'intéressaient, d'autres moins et le format académique un petit peu rigide m'a posé pas mal de problèmes et n'a pas permis d'exprimer les facilités que je pouvais avoir sur certains endroits. Et donc, j'ai créé cette entreprise Succubus à l'époque en 2002, renommée Ludicius l'an dernier. Dans cette optique-là, dans cette optique de dire que il fallait que ce soit la pédagogie qui s'adapte à l'apprenant et non pas l'inverse, de façon à embarquer un maximum de monde dans l'aventure. Et en fait, on a fait ça en 2002. Le mot serious game n'était pas encore utilisé. Il a commencé à l'être en 2007. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a en fait compris ce qu'on était en train de faire depuis le début de la société et que maintenant qu'il y avait un mot qui était apparu, on a vraiment décidé de se spécialiser, de devenir un pure player, comme on dit, à partir de ce moment-là, donc il y a 18 ans. D'accord. Alors pour poser le décor, comment tu définirais précisément un serious game par rapport à une simple gamification qu'on peut voir dans les modules de e-learning ? C'est une question qui est très importante parce qu'on a encore vraiment beaucoup de difficultés à ce qu'on s'entende tous sur les termes. On entend beaucoup de choses. Alors, si déjà on doit commencer par définir les termes, on va dire que le grand chapeau dans lequel on met tout ça, c'est la ludopédagogie. Voilà, la pédagogie par le jeu. Et donc à l'intérieur, on va retrouver la gamification, qu'elle soit simple ou complexe d'ailleurs, et le jeu sérieux. Gamification en anglais, en français ludification, serious game en anglais, en français jeu sérieux. Donc la gamification, ça va être utiliser le jeu comme prétexte, comme moyen d'engagement pour apprendre et donc pour traverser des contenus pédagogiques qui sont les mêmes. À l'inverse, le jeu sérieux, lui, transforme les contenus. Donc on va intégrer les contenus à l'intérieur de l'expérience du jeu, on va faire une mise en situation, on va faire un scénario pédagogique dans lequel les choix du joueur vont avoir des conséquences sur la pédagogie. Ça, c'est vraiment la plus grande distinction. Donc on va avoir quelque chose côté jeu sérieux où on va mettre en place la pédagogie, l'apprentissage expérientiel. Quelles sont les raisons profondes qui rendent les jeux sérieux si efficaces pour favoriser l'apprentissage selon toi ? Alors, si on prend la ludopédagogie en sens large, il y a 2 grandes qualités qu'on peut y trouver. C'est l'efficacité pédagogique, mais peut-être avant ça, l'engagement. Alors, l'un va rarement sans l'autre, on trouve souvent les deux ensemble. On peut avoir de l'engagement sans efficacité, mais on ne peut pas faire de l'efficacité sans engagement. En fait,
La grande raison derrière ça, ça va être la pédagogie active. C'est le fait de stimuler l'apprenant par des formes d'interaction, d'activités pédagogiques, ludiques et pédagogiques qui vont lui permettre de se retrouver à éprouver des choses. Et ce côté émotionnel est quelque chose d'extrêmement important pour la mémorisation. Il y a un deuxième point qui est fondamental dans l'efficacité, c'est ce côté mise en situation. On va avoir en fait des choix qui ont des conséquences et donc la possibilité de se tromper. Il n'y a pas toujours de bonnes réponses et de mauvaises réponses, mais en tout cas, on va pouvoir constater les conséquences de ces choix. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'apprentissage par l'erreur. On va être dans un environnement bienveillant où l'erreur fait partie du processus et n'est pas la même chose que l'échec. C'est vraiment deux notions qu'il faut bien distinguer, l'échec et l'erreur. L'erreur est pédagogique. Et finalement, en fait, souvent, dans ces approches-là, on va permettre une forme de liberté. On n'est pas en train de cliquer sur suivant. On va au contraire choisir dans quel sens, par quel bout est-ce qu'on prend notre scénario, nos objectifs, nos actions qu'on nous a demandé de faire. Donc on va parler de liberté exploratoire. C'est ce qui permet aux joueurs de vraiment se détacher d'un carcan peut-être traditionnellement académique où on termine par une sanction, un examen, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais pas. Et on va vraiment le laisser choisir de faire un petit peu comme il le souhaite. Et tout ce qui compte finalement, c'est qu'il est appris, peu importe de quel moyen. Exactement. Alors en parlant d'engagement justement, concrètement, comment tu arrives à captiver l'attention d'un apprenant dès les premiers instants d'un serious game ? Ça c'est vraiment très 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 important, on va en reparler. Il faut absolument capter tout de suite l'attention, tout de suite. Pour ça, on doit intéresser l'apprenant. Et cet intérêt, on va avoir deux moyens. Déjà pour la toute première seconde, ça va être simplement de lui montrer des visuels qui correspondent à quelque chose qui lui plaît, qui l'intéresse, qui lui donne envie d'en savoir plus. Donc il faut que ce soit adapté à la cible, il ne faut pas que ce soit infantilisant, il ne faut pas que ce soit rébarbatif, il faut que ce soit plaisant, esthétique, donne envie d'en savoir plus. Et ensuite, on va immédiatement arriver vers un storytelling. Donc on vient de parler d'un univers graphique, là maintenant on va parler d'un univers narratif. Maintenant, ces images, il va falloir qu'on commence à raconter une histoire avec ça. Et en fait, autour de storytelling, à l'intérieur plutôt qu'autour, on va assigner une mission, un objectif à l'apprenant pour lui dire, voilà, tu dois faire ça, tu dois réussir à faire ça, et on va voir si tu y arrives ou pas. Alors, peut-être que l'issue est certaine, tout le monde va y arriver, mais on ne le dit pas. On laisse l'impression que l'issue est incertaine, de façon à ce que le joueur se retrouve réellement complètement engagé à essayer de gagner cette mission. D'accord. On va pousser le curseur un peu plus loin parce que tu parles souvent du concept de flow. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on parvient à cet état optimal d'apprentissage finalement dans un jeu pédagogique ? Oui, c'est quelque chose, effectivement, j'en parle souvent, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas nécessaire, mais c'est une telle opportunité que de passer à côté serait vraiment gâcher l'opportunité d'utiliser du jeu sérieux. Alors, le flow, c'est Csikszentmihalyi qui a théorisé ce concept dans les années 70. Et il explique que c'est l'état d'équilibre entre la difficulté de la mission qu'on a donnée à l'apprenant et ses compétences. Si c'est trop difficile, il est dans le stress. Si c'est trop simple, il est dans l'ennui. Donc là, c'est le juste équilibre entre les deux. Et en fait, ça veut pas dire qu'on est dans le flow quand on a ce juste équilibre. Ça veut dire que c'est là qu'il peut se déclencher. Et pour le déclencher, en fait, il faut aller un peu plus loin. Donc, juste avant, on a dit comment est-ce qu'on intéressait. Tu m'as demandé comment est-ce qu'on captivait l'attention d'un apprenant dès les premiers instants. Là, l'idée, c'est d'aller au stade d'après. Intéresser, c'est 30 secondes. En fait, on va avoir une échelle de l'engagement qui permet d'atteindre l'état de flow. On est obligé de passer par ces 3 étapes. Donc, on a vu la première, c'était intéresser. Il y a la deuxième. La deuxième, c'est captiver. Ok, on est intéressé. Maintenant, il faut qu'on le reste. C'est très, très facile de décrocher et de partir. Donc, il faut réussir à donner du plaisir. Voilà. Il faut réussir à donner du plaisir à la personne qu'elle a pour qu'elle n'ait pas envie de partir. Et donner du plaisir, en tout cas dans les dispositifs qu'on déploie, ça veut dire donner des gratifications. Et la gratification, on la donne pas s'il n'y a pas un challenge qui a été réussi. Donc on revient encore à ce qu'on expliquait avant, le storytelling avec la mission qui est donnée de façon à ce qu'on a envie de la remplir. Là, l'idée, ça va être de donner plein de petites missions et de réussir à chaque fois ces missions, à chaque fois dont l'issue paraît incertaine. On donne une gratification. La gratification, ça peut être une félicitation, ça peut être du score, ça peut aussi être le déblocage de nouveaux contenus auxquels il n'aurait pas eu accès s'il n'avait pas fini ça. Ça, c'est de la deuxième étape. Et puis finalement, il y a la dernière étape, c'est le impliquer. Là, le captiver, on va dire que c'est entre 30 secondes et 3 minutes. Il faut que ça aille vraiment très très vite. Et puis après, on va monter jusqu'à 5 ou 10 minutes au total depuis le début de l'expérience. Et pour impliquer, on va donner de la liberté décisionnelle. La liberté décisionnelle, ce sont des choix
qui ont des conséquences. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet, on est dans l'expérientiel. On a la possibilité de faire des choses, on choisit ce qu'on veut faire, et en fonction de ce choix-là, on va voir des conséquences qui ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui va impliquer l'apprenant. Et à partir du moment où il est impliqué, l'état de flow devient possible. Mais tant qu'on n'aura pas gravi ces 3 étapes-là, le flow, il restera hors de portée. Des fois, on fait rien et l'apprenant gravit ces marches-là tout seul. C'est tellement plus simple de le guider, de lui mettre des fléchages et une petite rambarde pour qu'il puisse monter tout seul. Ça en fait monter bien plus. D'accord, merci pour cette explication du concept de flow. Alors on va essayer d'aller un peu plus en profondeur encore sur le contenu narratif. Quelle est selon toi l'importance réelle du storytelling dans un serious game en formation ou de formation ? On va dire que c'est la base. Déjà, c'est un des premiers facteurs d'engagement, comme on l'a vu. On a dit que c'était intéressé et qu'il fallait un storytelling, un univers narratif et graphique. Sans ça, on passe à côté de tout et puis on risque de voir décrocher tout le monde. C'est vrai pour n'importe quelle formation d'ailleurs. Moi, j'invite à utiliser du storytelling dans toutes les formations, quelles qu'elles soient. Pas forcément celles qui sont en modalité ludopédagogique. Alors après, on a ce deuxième avantage du jeu sérieux qui fait que nos choix ont des conséquences. Et donc, le storytelling devient une arme redoutable pour la mise en situation. Ça permet une immersion avec tous les enjeux pédagogiques. Et donc, c'est pas juste pour de l'engagement. Là, on arrive vraiment dans l'efficacité. Ça permet de faire le lien avec le réel. Et en plus, ça met en place un cadre émotionnel. Et c'est un des rares moyens, si ce n'est le seul, qui permet de faire ça dans un module de formation. Alors, le cadre émotionnel, c'est super important. On l'a dit tout à l'heure, parce que, en fait, vivre des émotions pendant ta formation, c'est quelque chose qui te permet d'incroyablement mieux retenir les informations et donc évidemment après de les appliquer au quotidien. Est-ce que tu peux nous partager un exemple ou plusieurs exemples concrets où la narration justement a permis une meilleure mémorisation ou assimilation des compétences ? Ouais, tout à fait. On a un exemple comme ça où c'était vraiment un jeu sérieux très 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 compliqué. C'est pour le compte de la BNP. Ils avaient besoin de communiquer sur la gouvernance IT. Autant dire que c'est un sujet qui n'enchante pas au premier abord. C'est vrai. Et obligatoire pour certains, optionnel pour d'autres, sauf que bien évidemment, ce type de parcours optionnel, on peut oublier sur le fait que les apprenants y aillent par eux-mêmes. Il va falloir que le manager leur dise c'est optionnel, mais toi tu dois y aller. Ouais. Et en fait, on a vraiment développé toute une mise en situation avec plein de mécaniques pédagogiques et ludiques très variées qui font que ça a terminé par quelque chose de très intéressant. Donc on est à la BNP, on parle de gouvernance IT, donc on parle de vraiment tout ce qui est les processus à respecter pour rester dans des cadres sécuritaires et réglementaires. On est quand même dans un milieu bancaire, donc on rigole pas. Et il va y avoir une erreur qui va être commise. Donc on commence le jeu avec une erreur qui est commise, c'est pas grand-chose, c'est des clients qui peuvent plus accéder à leur espace professionnel. Bon, c'est embêtant. Oui. C'est arrivé il y a pas très longtemps, on a vu ça en France. C'est vrai. Voilà. Et il y a un incident, il y a un ticket qui a été fait, mais en fait, tout ça, ça a été géré par notre apprenant. Et en fait, on ne joue pas nous-mêmes la personne qui a commis l'erreur. C'est notre apprenant. Donc c'est nous qui conseillons cette personne. Donc quelque part, c'est de notre faute, ça veut dire qu'on l'a mal conseillé. Et en fait, on a tourné toute cette narration en 3 grandes étapes. Une première passe de contextualisation, où en fait ce sont nos collègues qui viennent nous voir et qui nous disent il y a un incident, c'est ton apprenant, il n'a pas déclenché l'incident dans la base et en fait du coup ça veut dire que les processus de réparation n'ont pas été immédiatement déclenchés. C'est de ta faute, tu ne l'as pas conseillé. Donc on doit commencer à répondre là-dessus, à expliquer diverses choses et en fait sur cette phase de contextualisation on va non seulement passer tout le scénario, tout le storytelling, mais en plus on va tester l'apprenant pour savoir s'il connaît des choses déjà sur la gouvernance IT ou pas. Et à l'issue de cette phase de contextualisation, on va sortir un certain score pour savoir si l'apprenant est mauvais, moyen ou bon. En fonction de ce score, on va aller vers le vrai jeu, la mise en situation, où notre joueur parle avec son apprenant. Donc c'est la première scène avec les collègues. La deuxième scène, on parle avec l'apprenant. Donc là, on va le conseiller. On peut le conseiller bien, on peut le conseiller mal. Si on est dans le niveau pas bon ou moyen, on va avoir des feedbacks immédiats pour dire non, faut pas faire ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Si au contraire on est dans le niveau bon, on va laisser les choses se faire. Et c'est dans la 3e phase, la phase de conclusion, où on va voir en fait les conséquences de ces choix. Alors la phase de conclusion, en plus on l'a divisée en 2. On a une première phase d'auto-évaluation où on nous propose de nous rattraper. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qui le meilleur apprenant ? Est-ce que c'est celui qui a tout bon du premier coup ? Ou est-ce que c'est celui qui a fait tous les mauvais choix et qui du coup a vu toutes les conséquences de ces mauvais choix? Moi j'aurais tendance à dire que le deuxième apprend beaucoup plus que le premier. Oui. Peut-être que le premier savait déjà. En fait c'est ce qu'on a permis. On permet de faire de l'apprentissage par l'erreur, de l'expérimentation, et si jamais on s'est raté, eh bien on n'est pas sanctionné. On nous dit est-ce que tu penses que tu as réussi ou pas ? Ah, tu penses que tu n'as pas réussi, alors qu'est-ce que tu corrigerais ? Qu'est-ce que tu ferais de mieux ? Et on transforme un échec en erreur, et cette erreur, on va pouvoir la corriger, on va pouvoir dire oui, je me rends compte maintenant, c'est pas comme ça que j'aurais dû lui dire, j'aurais dû plutôt lui dire ça, et hop, l'erreur est corrigée, en tout cas l'erreur ne se produira plus.
Et la deuxième phase de la conclusion, là, du coup, on voit vraiment notre apprenti que l'on a conseillé et on va voir ce qu'il fait, on va voir quelles sont les catastrophes possiblement qui peuvent se passer. Alors, on est à la BNP, donc il n'y a pas de catastrophe qui se passe, mais en tout cas, il y a une collègue bienveillante qui vient rattraper au dernier moment, mais en tout cas, il aurait failli la commettre, etc. Donc voilà un exemple où plutôt que d'envoyer les 5 processus à connaître par cœur, les 15 entités, toutes les procédures, etc., on a une histoire qui est racontée. On a une histoire où on va faire comprendre en fait à quoi ça sert ces choses-là et on va montrer qu'en conseillant correctement par rapport à cette base de règles, notre apprenti il peut plus ou moins bien s'en sortir. Donc on a l'inversion des rôles aussi, ça se comprend mais je vais peut-être pas expliciter. L'inversion des rôles c'est qu'on joue pas celui qui a commis l'erreur, on joue celui qui conseille celui qui pourrait commettre l'erreur. J'aime bien comparer ça à des mises en situation où on pourrait traverser la rue sans regarder, on risque de se faire écraser. Ok, imaginons qu'on traverse la rue, qu'on regarde pas, on se fait écraser. Je sais pas trop quel est l'impact émotionnel. Par contre, si on fait de l'inversion de rôle et qu'il y a un aveugle, par exemple, ou un enfant qui vient nous demander s'il peut traverser maintenant, qu'on lui dit oui et qui se fait écraser, là, je pense que notre apprenant va avoir beaucoup plus de prise de recul parce que il a conseillé quelqu'un et à cause de lui, quelqu'un se retrouve dans le mal, quoi. Exact. Donc voilà un exemple. On a fait aussi beaucoup de découvertes des métiers et c'est vrai que souvent c'est par de la mise en situation où on fait vivre, par exemple la première journée d'un nouvel arrivant dans une entreprise où on peut faire découvrir les métiers. On l'a fait pour la Direction Générale des Finances Publiques qui avait besoin de communiquer sur leurs métiers qui ne sont pas que du contrôle fiscal, même si ça en fait partie. Il y a de l'informatique, il y a de la gestion des collectivités et on l'a fait aussi beaucoup pour la Fédération Nationale des Travaux Publics qui ont beaucoup de métiers en tension, qui ont besoin de recruter, qui ont besoin d'expliquer les tenants et les aboutissants. Donc pour ça, on parle pas des métiers, on parle de à quoi servent les métiers. Et donc on montre des histoires où grâce à ces métiers-là, il peut se passer des choses. Merci pour ces exemples et je pense effectivement que c'est très efficace en termes d'apprentissage. Alors si tu en es d'accord, maintenant on va parler des bénéfices concrets. Quels résultats observables les apprenants obtiennent-ils grâce à une serious game comparativement à des méthodes plus traditionnelles ? Évidemment, si on déploie en jeu sérieux, on déploie en expérientiel. Oui. C'est aussi là où ça devient important de faire la différence entre jeu sérieux, ludique et mise en situation comparé à j'ai fait un glisser-déposer, il y a un personnage qui me parle. Dans le premier cas, on va vraiment être sur du jeu sérieux et on va avoir des bénéfices. Dans l'autre cas, on est plutôt sur de la gamification, même s'il y a un personnage qui parle et tout, c'est juste qu'on a mis du storytelling dans la gamification. Et évidemment, le ludisme étant moins développé et n'ayant pas de mise en situation, l'efficacité sera moindre. L'engagement sera un petit peu meilleur peut-être. Donc, on va vraiment se baser sur ces deux critères, l'efficacité et l'engagement. L'engagement, on l'a compris, ça veut dire que on est beaucoup plus intéressé dans notre apprentissage et donc on va aller au bout tout simplement de l'expérience et on va mieux apprendre grâce au fait qu'on soit intéressé. Après, clairement sur l'efficacité de la mise en situation, on va avoir ce que j'expliquais tout à l'heure, le côté de pas juste avoir bon, mais savoir ce qui se passe dans le cas où on n'a pas bon. Ce qui change absolument tout. On a beaucoup plus de compréhension autour de notre mécanique d'apprentissage. Donc on a une deuxième fonction cognitive qui vient en plus de la fonction apprendre, on a la fonction comprendre. Et en fait, passer par cette fonction comprendre va donner une meilleure rétention de l'information. Parce que souvent, en fait, on voit plein de choses, on en retient que l'essentiel, pas tout. Donc on comprend pas forcément exactement pourquoi il faut faire comme ça, même si on sait qu'il faut le faire. Alors que quand on comprend, on retient exactement ce qu'il faut faire et aussi tout ce qu'il faut pas faire autour. Donc c'est incroyablement plus efficace. Et puis évidemment, ce qu'on veut, c'est que le message il soit reçu, il soit retenu et il soit appliqué. Donc ce que l'on souhaite, c'est que grâce à cette efficacité accrue, en fait, on ait une application pratique des compétences sur le terrain ensuite. Ça fonctionne tout aussi bien en formation initiale où on va former les gens avec plein de sujets qui vont pas immédiatement appliquer après, que en formation continue où là où on sait que si on est en train de former, c'est parce que derrière on a un développement des compétences qui est attendu avec une application sur le terrain. Donc c'est directement ça ce qui est visé. Alors ça, c'est plutôt du côté apprenant, mais du côté des formateurs ou des équipes pédagogiques, quels avantages ils peuvent tirer d'un serious game en termes d'évaluation et de suivi des apprenants? Ou d'autres avantages d'ailleurs? Clairement, une fois qu'on a vu l'engagement et l'efficacité, effectivement, c'est côté apprenant. Côté formateur ou tuteur, il y a une différenciation qui se fait avec les formats de jeux sérieux puisque cette mise en situation va générer possiblement beaucoup de données. Des données sur les choix qui ont été suivis à droite ou à gauche. On va avoir beaucoup plus de finesse que ce qu'on obtient typiquement avec un module SCORM qui nous remonte un score. Nous, on va carrément, en tout cas dans les serious games que nous on déploie, on a un dashboard d'analytics générique qui est à peu près le même pour tous nos serious games. On va identifier
tous les objectifs du jeu, et souvent les objectifs du jeu, on peut faire un lien avec les objectifs pédagogiques, un mapping, et en fait on va regarder pour chaque apprenant quels sont les objectifs qu'il aura plus ou moins bien réussi par rapport à la moyenne. Alors ça veut dire le score, ça veut dire le temps qu'il a mis, possiblement le nombre de clics, ce genre de choses-là, tout ça c'est plein de data qu'on récupère, et on va être capable de dire deux choses. On va être capable de dire que effectivement l'apprenant s'en sort mieux ou moins bien, plus finement sur les différents objectifs pédagogiques, mais on va également être capable de faire des moyennes. Et donc, on va regarder un module, une expérience, et on va être capable de dire qu'à tel endroit, la plupart des apprenants s'en sortent pas bien. C'est trop difficile, en fait. Et donc, typiquement, on va passer à côté des contenus pédagogiques qui sont liés à ça. Donc ça, on le verra. On verra s'ils ont cliqué, s'ils ont passé du temps, s'ils ont correctement interagi. Ou à l'inverse, c'est trop facile, et puis les gens, du coup, sont pas motivés. Donc, on revoit ce dont on a parlé tout à l'heure, le flow, le stress et l'ennui. C'est quelque chose qui remonte dans ces données-là. Et quand on obtient un bon équilibre, pas nécessairement sur chacun des apprenants, mais sur le module en lui-même, ça veut dire que nous, en tant que Presta, on a bien fait notre job. Oui. Si on voit qu'il y a des parties qui se passent pas bien, ça veut dire qu'il faut les améliorer. C'est pas fini. C'est pas parce que ça a été mal fait qu'on peut pas corriger. Alors, c'est rarement mal fait. C'est juste qu'il y a de la marge pour optimiser. C'est clair. Et toutes ces données, tu arrives à les faire remonter sur une plateforme LMS ou LXEP ou... Oui et non. En score, on remonte quasiment rien. Donc, oui, c'est clair. C'est clair. C'était le sens de ma question. En score, on remonte quasiment rien. Après, effectivement, si on utilise XAPI, on va pouvoir aller stocker sur des LRS toutes nos traces. Et donc, oui, on va remonter ces données-là, mais ça ne répond pas au problème parce qu'une fois que les données sont remontées, elles sont pas nécessairement affichées. Donc, il y a vraiment cette double difficulté à la fois de remonter la donnée, puis ensuite de l'interpréter côté plateforme. Donc, comme à ma connaissance, il n'y a aucune plateforme qui propose ça aujourd'hui, on a généré nous-mêmes notre propre dashboard d'analytics qui permet, sur tous les modules que nous déployons, d'avoir en fait toutes ces infos-là qui viennent avec. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés majeures que tu rencontres régulièrement lors du déploiement d'un serious game dans les entreprises ? Il y en a quand même pas mal. Ça vient du fait qu'on est sur un format qui est encore assez neuf. C'est vrai. La maturité du serious game, j'en parlais déjà il y a quelques années. Je commençais ma conférence par dire que c'était pas mature. Il y a une question qui est facile à poser. Si on dit « Qu'est-ce que tu vois dans ta tête si je te dis e-learning ?» À peu près tout le monde voit la même chose. Et qu'est-ce que je te dis dans ta tête si tu vois serious game ? Ouh là là. Alors là, on parle plus de la même chose. Et comme je l'expliquais au début de notre discussion, Gérard, il y a encore une confusion entre gamification et jeu sérieux. Et même, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, même dans le jeu sérieux, les gens vont appeler du jeu sérieux ce qu'en est pas. Parce qu'il y a une confusion entre l'interaction et le ludisme, où la mise en situation, c'est hyper important. Un jeu sérieux, c'est du ludisme et de la mise en situation et de l'expérientiel. Si on a juste de l'interaction, si j'ai fait un glisser-déposer avec une personne qui me parle, non, on n'est pas sur du jeu sérieux. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Alors, c'est pas une très grande difficulté parce qu'en fait, on est là pour les conseiller, donc on leur explique et puis on avance ensemble. Après, il y a encore des résistances face au fait que c'est du jeu, c'est du divertissement, mais nous on est sérieux. Voilà. Alors, heureusement, dans le mot serious game, il y a serious, donc ça nous aide quand même à passer ces barrières. Mais c'est vrai qu'on a encore des gens qui n'ont pas compris que la ludopédagogie, c'est juste ouvrir des portes pour faire les choses mieux, quoi. Et puis évidemment, il y a le coût. Un serious game, on le dit fréquemment, c'est entre 20 000 et 200 000. Donc de toute façon, sous les 20 000, c'est difficile. On fait des tout petits quelque chose qui seront forcément moins interactifs, avec moins de mise en situation, moins ludiques, même si on peut quand même y arriver aujourd'hui. J'aime bien dire que le sweet spot, c'est entre 50 000 et 80 000. Alors, on fait des trucs à 20 000, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça va être un peu plus court, ça va être moins poussé, etc. Donc, ça, c'est le deuxième frein, c'est qu'il y a un investissement qui est quand même pas moindre. L'incompréhension complète, c'est normal, c'est pas encore mature. Des solutions techniques qui existent derrière le serious game, de la complexité de développement et voilà. Pareil, il y en a qui pensent que c'est très difficile à déployer parce que c'est très technique, alors que pas du tout en fait. Un serious game, c'est vraiment une page web, c'est on ne peut plus simple, ça fonctionne absolument partout, même sur les navigateurs des smartphones. Donc aujourd'hui, ça c'est derrière nous. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est vrai qu'il y a encore des freins sur les craintes techniques qu'il peut y avoir. Pour répondre à cette question, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de méconnaissance et donc ça nécessite de notre part qu'on soit très très accompagnant, très pédagogique justement sur la mise en place de ces processus-là. Je voulais revenir avec deux questions sur ce que tu viens de dire. Sur la résistance culturelle, donc tu as dit qu'il y avait des gens qui considèrent encore que jouer n'était pas vraiment compatible avec une formation sérieuse. Comment finalement tu abordes cette résistance culturelle et tu luttes contre ça? Et même question presque sur la rentabilité finalement ou le coût des serious games. Comment tu peux démontrer aux décideurs le retour sur investissement d'un serious game?
Pour la première chose, on fait une démo et ils disent « Ah, mais en fait, c'est ça, donc c'est pas un jeu où on fait un match 3 ou un démineur ou un mot croisé. » Oui, non, c'est une mise en situation. Donc à partir du moment où on leur fait comprendre que c'est une mise en situation, que donc du coup ça a un impact pédagogique bénéfice, par de la démo, ça marche super bien. Il y a un deuxième truc, c'est tout ce qui va être sur les méthodes de gamification. On fait les deux à Ludicius, on fait aussi bien du jeu sérieux que de la gamification. Sur la partie gamification, on a tendance à déployer des trucs assez aboutis. On fait pas juste point, badge, leaderboard, du score, bravo, t'as gagné un badge et puis t'es 8e dans le classement. Ça, c'est un peu le bas de l'échelle de la gamification. Tu parlais de gamification simple. Bon, voilà, la gamification complexe avec des mécaniques de jeu un peu plus élevées. Là, ce qu'on aime bien montrer, c'est, regarde, cette gamification-là, on va la faire, mais on va la faire avec plusieurs personnes. Et souvent, dans ces cas-là, quand il y a des réfractaires, souvent dans l'équipe, il y en a un qui est à fond et puis l'autre qui est au contraire à fond pour pas. On les met ensemble et on les fait jouer avec une gamification sur un module de formation quelconque. Et là, ils vont se rendre compte naturellement qu'en fait, ils sont en train de parler entre eux et qu'ils sont en train de décider ensemble comment est-ce qu'ils vont faire pour progresser. Hop, on vient de déployer la pédagogie. Et là, c'est fini. Je peux fermer la porte, m'en aller. Il me court après parce que effectivement, c'est quelque chose qui est exceptionnel de réussir à faire que les apprenants se parlent entre eux. Et ça, le jeu, il n'y a pas mieux pour ça. L'exemple typique, c'est un Trivial Pursuit. Je veux dire, un Trivial Pursuit, c'est quand même vraiment des règles de jeu qui sont pas fun. C'est vraiment pas fun de jeter le dé, de se déplacer sur le plateau. Et il y a une boîte de questions. Alors, les questions peuvent être sympas, mais ça reste du contenu pédagogique pur, quoi. Donc, voilà, un exemple où une gamification, un Trivial Pursuit, c'est pas un serious game, c'est une gamification, il n'y a pas de mise en situation pédagogique. Eh bien, un Trivial Pursuit engage incroyablement. Et donc, pour ta deuxième question ensuite, qui était sur les investissements et la rentabilité. Un serious game coûte plus cher. Donc, la question, c'est de savoir quand est-ce que le retour compense l'investissement. Donc, à quelle temporalité est-ce qu'on a un retour sur investissement? D'une façon générale, dans l'industrie, pour tous ceux qu'on déployé, on s'entend à dire que c'est entre court et moyen terme. C'est pas immédiat, il faut un petit peu de temps. Et donc, ça va dépendre évidemment du nombre d'apprenants qu'on a à former. Ça va dépendre également de la difficulté des contenus et puis de l'importance que ces contenus auront. Par exemple, si on est sur quelque chose où on veut faire apprendre aux gens que fumer tue, ça prend exactement 2 mots qui prennent 2 secondes à être prononcés. Donc on peut s'arrêter là. On peut leur envoyer un email avec écrit « fumer tue ». Mais est-ce qu'ils vont arrêter de fumer avec ça ? C'est pas sûr, probablement pas. Il en faut probablement beaucoup plus. Donc quand on a des contenus qui sont complexes comme ça et qui nécessitent d'avoir une approche intelligente, on va faire de la mise en situation, on va faire de l'expérientiel. On va montrer de quelle façon est-ce que ça tue, comment est-ce que peut-être nous on peut devenir un lobby du tabac et puis se mettre à payer les marketeurs hyper chers, la recherche et développement hyper cher pour avoir des produits qui rendent ultra addicts et qui sont en plus très 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 séduisants. Et en faisant de l'inversion de rôle comme ça où on joue le méchant, on va se dire tiens mais pourquoi est-ce que moi j'entretiens ça quoi. Toutes ces choses-là sont des retours sur investissement qui sont en fait très rentables puisque les méthodes traditionnelles n'y arrivent pas. Donc des fois, simplement le fait de tourner par un jeu sérieux, c'est quelque chose qui rend la transmission du message possible. Et sinon, c'est très classique, on va faire des études terrain pour savoir effectivement à quel point est-ce que c'est plus efficace le changement sur le terrain, à quel point est-ce qu'il a été plus vu, constaté avec de la ludopédagogie comparé à une formation sans ludopédagogie. Si on doit former 10 personnes sur apprendre la table de 9 et que c'est pas très grave si elles connaissent pas et qu'elles ont juste réussi à comprendre ce que c'est que la table de 9 et qu'en plus il y a un formateur qui est là en salle, ça sert à rien de développer un jeu sérieux pour ça évidemment. D'accord, très très clair. Alors on va parler d'innovation technologique. Quel changement finalement apportent les technologies immersives comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée à la conception et à l'impact des serious games ? Alors la conception c'est compliqué, concevoir en réalité augmentée, en réalité virtuelle c'est difficile parce que souvent le premier avantage de ces technologies-là c'est le geste, on est capable de faire un geste. Alors en vrai il y a 2 avantages, je vais tout de suite mettre le deuxième de côté. Le deuxième avantage c'est le côté immersif et impressionnant et émotionnel que c'est capable de générer. Donc ça, très clairement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a encore plein de gens qui n'ont jamais mis un casque sur leurs yeux. Ça va plus tarder, je pense que d'ici 5 ans, on en aura absolument partout. Mais on n'y est pas encore. Et effectivement, c'est une expérience ça met un petit soufflet quand même. C'est assez impressionnant. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, émotion égale meilleure rétention de l'information. Et donc, plus l'émotion est forte, mieux on retient l'information. Donc, il y a ça. Il y a le fait que l'expérience vécue est forte et donc permet vraiment de mieux ancrer les apprentissages. Après, à côté de ça, c'est les rares supports qui permettent vraiment de simuler des gestes et être capable de faire quelque chose avec ses mains, avec les manettes et le faire plus ou moins bien.
Et donc, ce côté-là, c'est très compliqué à concevoir parce que on n'est plus en train de concevoir des objectifs pédagogiques, il y a de l'ergonomie qui vient se mettre dedans. De quelle façon est-ce qu'on manipule, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de réaliste ou c'est lourd, donc on va être obligé de le poser tous les mètres quand on porte quelque chose, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de changements qui apparaissent grâce à ces nouvelles technos. Toutefois, il faut laisser ces nouvelles technos là où elles sont utiles. C'est pas une balle magique, c'est pas quelque chose où il suffit de sortir de la VR et ça marche. Au contraire, on peut même avoir des freins si jamais le contenu pédagogique, les thématiques ne sont pas adaptées à la réalité virtuelle. Je voulais te poser une question sur l'aspect multijoueur. Est-ce que tu penses que l'avenir des serious games passera obligatoirement par des approches collaboratives et multijoueurs qu'on voit encore relativement assez peu? Et si dans l'affirmative, pourquoi? Ah mais oui. Merci de me poser cette question. Mais bien sûr, j'en parlais un peu plus tôt. On obtient un engagement qui est remultiplié par 5. Souvent on dit que la ludopédagogie va multiplier ton engagement par 5. C'est sûr que comparé à un cours formel, magistral ou en e-learning des slides où il faut faire suivant, c'est pas du tout engageant. Donc je pense que c'est même multiplié par l'infini parce qu'au niveau d'engagement on était à 0. En fait, dès qu'on va aller sur de l'humain, sur du multijoueur, on va encore remultiplier une deuxième fois par 5. C'est complètement fou ce qui se passe. Je prenais l'exemple de Trivial Pursuit. Il y a des gens qui sont intéressés par les questions. Éventuellement, ils vont jouer au Trivial tout seuls et puis ils vont regarder les questions, les apprendre, ça les intéresse. Mais la plupart des gens, c'est même pas la peine. Le Trivial n'a d'intérêt que si on le joue à plusieurs, parce qu'on peut dire que quand même, en termes d'interaction, une question avec une réponse libre, on est en bas de l'échelle. J'ai un autre exemple, c'est Question pour un champion. On regarde Question pour un champion. Si c'était un seul candidat, est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il y arrive pas, on s'ennuiera un petit peu tous. Si c'est vraiment l'épreuve de la fin, va-t-il gagner 1 million, etc. Voilà, on va regarder. Mais il y a toujours des jokers, en fait, tu rappelles au public, il y a un présentateur. Je veux dire, si c'est vraiment une personne toute seule, il répond bien, il répond pas bien, personne s'y intéresse. Donc, on a intrinsèquement ce besoin social, on est un animal social évidemment, et l'approche multijoueur théorisée par Howard Rheingold, la pédagogie, c'est extrêmement puissant en apprentissage. C'est dire que un formateur doit ravaler sa fierté de sachant et développer sa nouvelle fierté de facilitateur, de game master, de learner success manager, comme on commence à l'appeler aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plus une personne qui dit ce qui doit être su, c'est une personne qui s'occupe de garantir que ce qui doit être su est bien retenu. Et donc qui va laisser un dispositif fonctionner tout seul et qui va s'assurer que le dispositif transfère correctement à sa classe, à son groupe. Et pour ça, pour s'apprendre les uns les autres, mais rien de tel qu'un autre apprenant. La pédagogie, c'est l'apprentissage par les pairs. C'est le formateur n'est plus le roi dans la salle. C'est plein de rois et un serviteur au service de tous les rois. Il faut vraiment voir la chose comme ça. Je te parlais en début d'entretien de comment l'éducation nationale n'avait pas été adaptée à mon propre apprentissage parce que l'éducation nationale, c'est le roi et moi je suis le serviteur, je dois faire ce qu'on me demande de faire pour obtenir mon diplôme. Être considéré de l'autre côté, c'est moi le roi et c'est le contenu pédagogique qui s'adapte à moi, c'est chouette. Et si en plus j'ai un copain qui lui aussi est le roi et qui me dit tu savais pas ça, oui c'est comme ça, tu sais ça marche comme ça. Ah ouais, mais c'est incroyablement plus efficace que un maître comme on l'appelle, un enseignant qui vient nous dire ce qu'on doit savoir. Alors son rôle est toujours là, il disparaît pas, il disparaît vraiment pas. Au contraire, il devient même encore plus important qu'avant parce que des dispositifs qui tournent seuls, ça fonctionne pas. Donc on a besoin de lui pour faire tourner la machine, mais lui il fait tourner la machine, il regarde que les gens s'en servent correctement en fait. Et ça change absolument tout. Voilà. Est-ce que le multijoueur c'est l'avenir ? Oui. Il faut pas que ce soit en compétitif, il faut que ce soit en collaboratif. Donc les classements qu'on a dans la gamification, si on n'a pas le choix, pourquoi pas ? Mais on va plutôt dans ces cas-là faire du coopétitif. Alors c'est le mélange de coopération et de compétition. On fait de la coopération au sein d'une équipe et notre équipe est en compétition avec les autres équipes. Mais on commence d'abord au premier niveau, au niveau de l'apprenant, par de la collaboration. Il est en train d'essayer de gagner avec les autres. Typiquement contre l'ordinateur, ça suffit largement. Si c'est contre les autres équipes, il y a un côté très très engageant à la compétition tout de même, mais il faut absolument mettre la collaboration d'abord. Donc évitez vraiment celui qui a le meilleur score, c'est le premier. C'est pour moi, à mon goût, insupportable en salle de classe, quoi. Et en plus, ça va reproduire quand même une situation professionnelle, je dirais réelle, qui est de collaborer ensemble pour réussir à travailler, quoi. Donc c'est dommage de s'en écarter dans l'apprentissage.
Alors on va parler un petit peu d'IA, on arrive presque à la fin de cet épisode, mais j'ai encore deux questions. L'intégration de l'IA dans les serious games, pour moi, elle ouvre de nouvelles perspectives, notamment avec l'adaptive learning et le concept de smart serious game dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces technologies peuvent améliorer concrètement l'expérience pédagogique dans les serious games? Il y a 3 niveaux. Soit déjà on peut se servir de l'IA générative au début, avant, pour créer des contenus, tout simplement. Et donc ça nous fait gagner du temps. Voilà, pour le concepteur. Ensuite, on va aller dans le jeu. Là, dans le jeu, on va avoir un petit peu d'adaptive learning. C'est l'IA qui va regarder comment est-ce que l'apprenant joue. Alors déjà, l'IA va éventuellement pouvoir générer des contenus spécifiquement pour cet apprenant, en fonction de ce qu'il sait déjà, en fonction de ce qu'il sait pas. Mais elle va éventuellement aller encore un petit peu plus loin. Elle va voir, ok, ça il savait pas, mais il s'en sort pas bien. Je vais lui apprendre plus doucement. Donc elle va en plus être capable en dynamique, tout ça, d'ajuster la difficulté. Et donc de voir si, comme d'habitude, on reste dans cette zone de flow. Si on est dans l'ennui, si on est dans le stress, ça marchera pas. Donc l'IA va nous permettre de faire ça. Ça, on va dire, c'est vraiment les 2 premières briques, quoi, pour le concepteur et puis ensuite face à l'apprenant. Il y a un truc qui devrait arriver, j'espère dans pas trop longtemps avec l'avènement de l'IA, c'est d'être capable de regarder, donc c'est le smart serious game, c'est d'être capable de faire des moyennes en fait sur les analytics, de regarder comment est-ce qu'un module a été joué par le passé. Et ensuite, de faire de l'apprentissage là-dessus et de regarder comment est-ce qu'un nouvel apprenant se comporte dans le module. Et en fait, plutôt juste d'avoir une seule information de performance, il s'en sort bien, il s'en sort pas bien, il va pouvoir comparer cette information de performance avec toutes les informations de performance de tous les gens qui ont joué avant. Et être capable de piocher dans cette immense manne de données pour voir que les autres personnes qui avaient une performance sensiblement la même que notre apprenant de maintenant, ils s'en sont sortis en faisant ci ou en faisant ça, ou au contraire, ils avaient d'autres problèmes après qui ont été ci et ça. Et donc l'IA peut apprendre de tout ça pour vraiment adapter, anticiper en fait ce qui est susceptible de se passer après. D'accord. Et donc adapter les contenus pédagogiques, la difficulté à notre niveau de l'apprenant pour le garder dans le flow et s'assurer que on lui aura peut-être pas appris tout ce qu'il devait apprendre, mais ce qu'on est sûr, et à mon avis c'est bien plus important, c'est que sa session d'apprentissage aura été optimisée. Et il refera une deuxième session d'apprentissage pour apprendre ce qui lui manque. Mais en tout cas, je pense que le premier objectif, c'est pas de s'assurer qu'en 2 heures, les gens ont appris ça, ça ou ça. Pour moi, l'objectif le plus important, et encore une fois, c'est prendre un petit peu à contre-pied la formation traditionnelle, c'est de se dire que si on a 2 heures, on va voir ce qu'on réussit à apprendre pendant ces 2 heures et on va essayer de se débrouiller que ça se passe le mieux possible pour notre apprenant. Super intéressant. Alors, on va terminer cet épisode en parlant du modèle économique des serious games. Je sais, parce que tu me l'as dit, que tu travailles sur une nouvelle approche basée sur des templates personnalisables. Est-ce que tu peux nous détailler ce modèle et nous expliquer comment il pourrait démocratiser l'accès aux serious games ? On l'a vu tout à l'heure, le budget est un problème. Souvent, on dit que nos donneurs d'ordre ont 50% du budget au lieu d'avoir ce qu'il leur faut. Donc, c'est possible pour personne. C'est un problème. Bah ouais. Et ils voient des super jeux vidéo sur console et tout. Ils se disent que c'est génial, ils auront la même chose. Bon, ils savent qu'ils payent moins, donc ils veulent un petit peu moins, mais ils se rendent pas compte de la quantité de boulot en sur-mesure que ça demande. Nous, on aime bien dire que on a templétisé nos jeux au maximum de façon à ce qu'on puisse les réutiliser en fait d'une fois à une autre. On a tendance à considérer qu'on part avec 60% déjà fait. À chaque nouveau projet sur mesure, on part avec 60% déjà fait. Donc il leur reste 40% à faire. Comme ils ont 50% du budget, ça marche. Il reste un petit peu de marge pour nous, et puis le donneur d'ordre, il obtient quelque chose qui vaut effectivement le double. Donc tout le monde est très content, et les apprenants aussi. En fait, ce modèle économique de la prestation de service, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué, on doit réinventer beaucoup de choses à chaque fois, et ça demande pas mal d'investissement de notre part. Et on s'est dit qu'en fait, on pouvait carrément pousser le truc plus loin. Donc, le modèle économique aujourd'hui du serious game, c'est prestation de service sur mesure. Éventuellement, il y a des contenus déjà existants sur étagère. Mais par contre, si c'est pas adapté à notre entreprise ou que le contenu pédagogique est pas exactement celui qu'on cherche, on peut rien faire. Alors, ça coûte pas cher. On achète une licence et on le prend pour ce que ça peut faire. Voilà. Mais s'il y a des ajustements, très compliqué. Puis, il y a un troisième modèle économique qui existe, c'est les outils auteurs. Faites-le par vous-même. Je sais de sources sûres qu'un très grand nombre d'ingé pédagogues utilisent plein d'outils auteurs au quotidien. C'est leur job, en fait. Il y en a énormément des ingé pédagogues. Ils apprennent tous à se servir des outils auteurs et ils le font très bien. Sauf que des outils auteurs pour faire des serious games, ça demande aujourd'hui d'être serious game designer, pas ingé péda.
Et malheureusement, c'est quelque chose qui est pas prêt de changer. C'est le sujet de ma thèse, soit dit au passage. Je connais très très bien ça, je l'ai beaucoup étudié. Et si j'espère pouvoir apporter des améliorations, elles seront mineures. On aura un outil auteur peut-être un petit peu mieux, mais faudra quand même avoir dans sa tête toute cette conception de serious game design. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça coûte moins de 20 000, peut-être même beaucoup moins de 20 000 et que ce soit un serious game? Mais en fait, nous, notre approche, c'est de proposer des serious games déjà faits. Le serious game est déjà fait aujourd'hui. Et dedans, il y a des emplacements, des slots dans lesquels on peut venir greffer du contenu pédagogique. Contenu pédagogique qu'on connaît pas. Donc, si tu as bien suivi ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, on va plutôt être du côté de la gamification que du côté du serious game. Mais c'est pas de la gamification simple. Au contraire, c'est de la gamification super complexe. C'est un vrai jeu très très bien foutu qui déploie énormément de ludisme, évidemment multijoueur avec de la pédagogie et la possibilité de greffer un peu n'importe quel contenu dedans. Pédagogique. Et ça, c'est quelque chose que les ingé-pédas sauront très très bien faire. Ils sauront prendre un CMS et puis glisser des petits modules SCORM, des petits exercices, des petits slides, des petites vidéos. C'est des choses qu'ils maîtrisent très très bien et ils vont faire leurs petites activités. Et nous, en fait, notre jeu va lier les activités entre elles et en plus d'une façon multijoueur, que ce soit en salle de classe, en visio ou même en asynchrone, c'est-à-dire chacun joue un petit peu à son moment. On va réinjecter les traces des utilisateurs précédents dans l'expérience pour qu'un nouveau joueur se sente pas seul et qu'il voit sa progression en comparatif avec celle des autres. Donc voilà, c'est un nouveau modèle économique. On y croit fort parce que de toute façon, on a beaucoup de demandes de nos clients de réduire les coûts et d'avoir quelque chose qui soit peut-être pas très personnalisé en termes de jeu, mais quand même qu'apporte tous les bénéfices de l'engagement avec leur contenu à eux dedans. Bah, c'est la solution qui nous a paru logique. On est arrivé au bout de cet épisode. Je te remercie très sincèrement, Laurent, pour cette conversation qui m'a vraiment passionné et qui, je trouve, est très inspirante. Je veux également remercier les auditrices et les auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous inscrire à la newsletter et à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning. Au revoir, Laurent, et vraiment encore merci. Au revoir Gérard, au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou. Et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou bilink.com. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite!